Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Milner, notamment pour la parution de son dernier livre qui s'intitule La destitution du peuple aux éditions Verdier. Mais ça nous donnera également l'occasion de revenir sur les thèmes juifs qui sont articulés à sa pensée, de philosophie politique, éventuellement de linguistique, qui sont donc articulés à cette œuvre dense et complexe qui est celle de Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation chez Academ. J'aimerais d'abord vous interroger sur l'émergence de la question juive dans votre œuvre, la manière dont ça vous est apparu important de l'articuler à la philosophie politique que vous développiez déjà auparavant. Et je dis ça notamment parce que, évidemment, en parcourant votre œuvre à nouveau pour cet entretien, je suis tombée sur un passage extrêmement intéressant à la fin de Relire la Révolution, où vous dites que en 1946, vous connaissiez l'existence des camps, mais c'est en 1986, en regardant le film Shoah de Claude Lanzmann, que vous aviez su que vous ne saviez pas. C'est-à-dire que vous accédez à un savoir qui vous accompagnait, mais de manière obscure peut-être. Et donc, quel savoir sur le non-juif, NOM, est-ce que ce film vous a révélé? Oui, le hasard a voulu qu'une amie très proche de mes parents ait été déportée à Auschwitz et fasse partie du petit nombre qui est revenu. Et un jour, elle a sonné à la porte de l'appartement de mes parents, qui ne s'attendaient pas du tout, ne savaient pas du tout ce qui lui était arrivé. Et c'était en hiver. Et moi, j'avais donc 5 ans, très, très petit. Et ma surprise, elle a dîné avec mes parents, avec nous, et ma surprise, c'est que le lendemain matin, quand je me suis levé, elle était toujours là. Et j'ai appris qu'elle avait voulu rentrer chez elle, et c'était en plein hiver, il y avait de la neige, et elle n'a pas supporté la vue de la neige dans Paris, le fait de devoir marcher dans la neige, et elle était revenue chez mes parents passer la nuit. C'est la première rencontre avec une survivante, et d'un certain point de vue, je dirais que sa présence a été à la fois marquante et en même temps elle a fait obstacle. Elle a fait obstacle parce que c'est lié à mon mode de fonctionnement. Je n'arrivais pas à penser que quelqu'un que je voyais, pas tous les jours, mais enfin très souvent, parfois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, n'arrivais pas à penser qu'elle était un témoin. Évidemment, j'avais 5 ans, 6 ans, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas dans ces termes. Mais quand je suis devenu plus âgé, alors que j'étais extrêmement curieux, je demandais autour de moi comment ça s'était passé pendant la guerre. La seule personne parmi les proches, amis de ma famille, à qui je n'ai pas posé de questions, c'était elle. Parce que vous sentiez qu'éventuellement c'était trop douloureux ou que vous attendiez un moment pour savoir plus, justement, comme en 86? J'avais le sentiment que il fallait que je passe par une autre voie. Et finalement, bien entendu, je savais ce que signifiait Auschwitz, je savais ce que signifiaient les camps. En plus, il se trouve que j'ai fait partie
enfin, j'étais là encore enfant, je devais avoir 7-8 ans. Je fais partie enfin, mes parents faisaient partie d'un groupe qui a visité le Chroutoff, à une époque où le Chroutoff était encore, maintenant il est réduit à un seul baraquement, mais à l'époque il était encore entièrement, il avait d'ailleurs en fait servi après la guerre comme lieu d'incarcération des collaborationnistes alsaciens. Donc c'était un lieu où j'ai vu ce qu'étaient les baraquements, ce qu'étaient les lits. Enfin, donc j'avais un rapport à ces choses. Mais pour donner un contenu, je n'ai pas pensé un seul instant que je pouvais, d'un certain point de vue, aurais dû interroger ce témoin extraordinaire que je connaissais. J'ai pris le parti d'aller du côté des livres. Et dans les livres, ceux que j'ai lus, j'en ai lu beaucoup, la différence entre les camps de concentration et les camps d'extermination, les camps de la mort, cette différence n'apparaissait pas. Et pour une raison très simple, c'est que, par exemple, le livre très important de David Roussel, Les jours de notre mort, ne parle pas des chambres à gaz. Il n'a pas de raison d'en parler, puisque là où il était, il n'y en avait pas. Il était dans un camp du type Buchenwald, et les livres comme celui d'Eugène Kogon sur l'État SS, où il fait une analyse extrêmement précise de la manière dont les camps étaient organisés comme partie d'un plan général que les SS avaient élaboré. Tout cela, ça ne faisait pas la différence. Et je n'ai pris véritablement conscience de la singularité absolue, dissimulée par le terme général de camp de concentration, la singularité absolue des camps de la mort, c'est le film Shoah. Et à ce moment-là, donc il y a cette phrase extrêmement intéressante, c'est-à-dire que vous accédez à un savoir qui était jusque-là inaccessible. Alors, quel genre de savoir? Est-ce que c'est tout de suite un savoir politique où vous, d'emblée, vous comprenez que l'Europe, elle s'est façonnée, elle s'est unifiée, comme vous le direz dans les penchants criminels de l'Europe démocratique, à partir de l'extermination des Juifs? Est-ce que vous en avez l'intuition à ce moment-là, ou est-ce que c'est autre chose sur le non-juif qui apparaît? Non, dans les médias, quand j'ai vu Shoah, ça a en quelque sorte balayé tout ce que je pouvais avoir comme réflexion antérieure concernant la politique et concernant l'histoire. Donc ça a été un effet d'arasement en quelque sorte. J'avais une culture politique qui était déterminée par le gauchisme, donc j'avais lu pratiquement l'œuvre intégrale de Lénine, j'avais lu Le Capital en entier, j'étais quelqu'un qui avait, y compris dans l'espace des activistes révolutionnaires, avait des lectures très étendues. Tout cela, les réflexions que j'en avais nourries, a été en un instant mis à bas. Je l'ai retrouvé après, mais avec cette distance qui était qu'il y avait eu ce moment de disparition absolue. Est-ce ce qui est mis à bas, est-ce que c'est notamment
La croyance révolutionnaire. C'est cela, mais pas seulement cela. Il est évident que le discours révolutionnaire, y compris dans ses formes les plus sophistiquées, disons, les moins élémentaires, reste muet devant Shoah. Schwer zu erkennen, aber das war es hier. Da waren gebrannt Leute, viele Leute waren hier verbrannt. Ja, das ist das Platz. Wer hier reingekommen zurück, hatte schon keine Wege hatten. Die Gaswagen sind hier reingekommen. Daher waren 2 große Ovens. Und nachher haben die hier reingeschmissen in dem Ofen. Und das Feuer ist gegangen zum Himmel. Zum Himmel? Ja. Das war furchtbar. Das kann man nicht erzählen. Niemand kann das nicht bringen zum Besinnen, es war so, was da hier war. Unmöglich, und keiner kann das nicht verstehen. Und jetzt glaube ich auch, ich kann das auch schon nicht verstehen. Ich glaube nicht, dass ich stehe hier. Das kann ich nicht glauben, also ich bin hier noch einmal. La phrase qui est en exergue du film Shoah, c'est une phrase qui est tirée d'Isaïa et qui dit je rendrai ton nom éternel, ton nom ne périra pas. Et je me suis demandé si de manière subliminale ou inconsciente, il y avait quelque chose qui en vous s'était cristallisé à ce moment-là aussi sur le devoir de parler du non-juif ou de comprendre ce qu'il évoquait en Europe. Oui, ça n'a pas été immédiat. Il a fallu un temps de l'absorption du film, le temps d'un point de vue, le temps du deuil de mes savoirs antérieurs. Il a fallu reprendre en quelque sorte tout un ensemble de réflexion. Et effectivement, c'est à la suite, pas seulement, mais à la suite de Shoah, pas seulement, puisque mes relations personnelles qui avaient été interrompues, mais qui s'étaient renouées indépendamment de Shoah d'ailleurs, avec Benny Lévy. Je ne suis pas sûr que Benny Lévy ait vu le film de Jean Smarr. Je ne sais pas si oui ou je ne sais pas si non. Je ne lui ai jamais posé la question, et en tout cas, ça n'a jamais été un élément de notre relation. Ce qui a été un élément de notre relation a été la question du non.
Dans la bouche de Béni Lévy, le nom, c'est le tétragramme. Quand il parlait de la pression du nom, c'était le tétragramme. Et dans ma réflexion à moi, qui suis athée, le nom était le nom juif. Et nous avons pu converser en parlant l'un et l'autre du nom avec une lumière différente sur le même mot. C'est aussi cette possibilité, cette volonté commune à lui et à moi d'avoir un entretien, une interlocution, alors qu'il savait très bien que j'étais athée, je connaissais, je lui avais parlé de mon éducation, j'étais baptisé chrétien, protestant, mon rapport au commandement juif n'existe pas pour moi, alors que lui avait fait le passage de mettre au centre de sa vie quotidienne, d'un côté l'étude juive et de l'autre le respect des commandements dans leur forme la plus détaillée, la plus précise. Pour qu'une interlocution se noue et se maintienne, il fallait bien au moins un signifiant commun. Et ce signifiant commun, ça a été le nom. Et alors, ce qui est intéressant par rapport au film Shoah et par rapport à l'idée du nom juif et à la phrase dont je parlais tout à l'heure, c'est que le nom peut demeurer tandis que le peuple a été exterminé. Donc le nom juif demeure et il continue à apparaître en Europe avec le spectre de cette extermination, avec, comme vous le dites, l'idée qu'éventuellement l'Europe s'est unifiée autour de cette extermination. Donc le nom juif est chargé de l'histoire de l'Europe, de sa structure et éventuellement de son effondrement également. Et il réapparaît. Et je voulais savoir comment est-ce que vous aviez entendu éventuellement la réapparition du nom juif dans notre actualité et notamment dans la guerre que la Russie mène à l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est un nom qu'on a entendu, il nous a semblé très régulièrement, c'est-à-dire, et surtout, bon, évidemment, l'idée de combattre les nazis, qui était l'apanage de Vladimir Poutine. Et le nom juif est réapparu comme ça, il nous semblait, en Europe de l'Est, à la limite de l'Europe. Est-ce que ça a généré une nouvelle réflexion sur l'Europe chez vous et sur l'idée d'une Europe illimitée? Parce que là, il y avait des nouvelles limites. On éprouve à nouveau les limites de l'Europe avec cette guerre. Et dans le fait d'éprouver ces limites de l'Europe, ressurgit l'histoire juive, la mémoire juive. La question que vous posez me paraît complexe. Je ne suis pas sûr que l'Europe telle que j'en parlais dans mon livre « Les penchants criminels de l'Europe démocratique », je parlais de l'Europe démocratique. Et comme vous le savez, peut douter que, par exemple, la Pologne, telle qu'elle est aujourd'hui, la Hongrie, telle qu'elle est aujourd'hui, se pense ou se veuille démocratique. Autrement dit, je vais aller vite, je ne suis pas sûr que l'Europe telle que je la décrivais, je pense que je maintiendrai ma description en ce qui concerne la période à laquelle j'ai écrit mon livre, je ne suis pas sûr que cette description soit toujours valide. L'Europe inclut maintenant l'Europe centrale. À l'époque, quand j'ai écrit mon livre, c'était vraiment l'Europe de l'Ouest,
L'Europe démocratique, c'est l'Europe de l'Ouest. L'Europe centrale a une toute autre histoire. Et le fait qu'elle les rejoint l'Union européenne dans une grande partie ne suffit pas à faire se recouvrir l'Europe telle qu'elle était au moment où j'ai écrit Les penchants criminels et l'Europe telle qu'elle est devenue. Je dirais même qu'il a fallu faire un exercice de ce que j'emploierais un mot qui n'existe pas, de démémorisation. Autrement dit, ne plus se souvenir de l'histoire polonaise, ne plus se souvenir du fait que la résistance polonaise au nazisme n'incluait pas forcément la reconnaissance que les Juifs aient fait partie du peuple polonais. La même question se pose pour la Hongrie, et la question se pose pour les pays baltes, et la question se pose pour l'Ukraine. Autrement dit, l'idée que le soutien à l'Ukraine aujourd'hui, le soutien à l'Ukraine qui est justifié par le fait que l'Ukraine est un pays qui a été envahi, qu'il y a un agresseur, etc. Mais d'un point de vue strictement factuel, nous oblige à ne pas nous souvenir de ce que l'Ukraine, une partie de la population ukrainienne, a considéré comme possible de faire à l'encontre des communautés juives qui vivaient sur leur propre sol. Même remarque pour la Pologne, et même remarque avec des nuances historiques pour la Hongrie. On est obligé, si on veut soutenir l'Ukraine, de ne pas se souvenir d'un certain nombre de choses dans la période actuelle. Ce qui veut dire que quand on parle de l'Europe, on est obligé de ne pas se souvenir d'un certain nombre de choses. Et je dirais même que l'Europe démocratique telle qu'elle fonctionnait au moment où j'ai écrit Les penchants criminels était une Europe qui trouvait sa propre identité dans une sorte de relation où le mot Occident jouait un rôle, disons, affirmatif. On pouvait parler de l'Occident, ça incluait les États-Unis, ça incluait l'Atlantique Nord en vérité. C'est pour ça que je parle souvent de lac euro-atlantique. C'est l'Atlantique Nord, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne qui faisait partie de l'Europe, l'Europe occidentale. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. Et je ne suis pas sûr que qui que ce soit, en dehors de l'Europe démocratique, c'est-à-dire de l'Europe occidentale, croit à l'Occident. Je pense que c'est une illusion de l'Europe occidentale. Les États-Unis ne croient plus à l'Occident. Pour eux, l'Europe, littéralement, a cessé d'exister, et très spécialement l'Europe démocratique. Ça a été dit ouvertement par un secrétaire Donald Rumsfeld. Il y a la vieille Europe, c'est l'Europe occidentale, qui ne compte plus, puis il y a la nouvelle Europe. Pourquoi compte-t-elle? Tout simplement parce qu'elle balise la frontière avec la Russie.
Et jamais pour les États-Unis cette frontière n'a cessé d'être importante. Elle a repris une énorme importance en ce moment, et à mon avis pour des années qui viennent, ce qui fait que l'Europe démocratique, ses penchants criminels, n'ont plus du tout le même poids international qu'ils pouvaient avoir. Une des conséquences d'ailleurs, à mes yeux, c'est celle que vous évoquiez, à savoir que le mouvement des Gilets jaunes, en gros, a utilisé un vocabulaire qui, on pourrait dire, qui fait comme si la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas eu lieu. Comme si ça ne faisait plus partie de la mémoire collective. Je vois, et on reviendra sur votre thèse précise dans la destitution du peuple et sur ce mouvement des Gilets jaunes. Mais quand je vous écoutais, je pensais au texte de Kundera, qui est de 1983 sur l'Occitan kidnappé. Et justement, il y a un texte à l'intérieur du texte qui s'appelle La tragédie des petites nations. Et il prend comme paradigme des petites nations le peuple juif, regrettant par là même la disparition du peuple juif parce que c'était le modèle. Et l'élément unificateur et le ciment intellectuel, je reprends les mots de Kundera, le ciment intellectuel de l'Europe cosmopolite. Comme si la disparition du peuple juif préfigurait la destitution du peuple tout court, de la notion de peuple. Donc, la thèse est dans le titre, dans votre dernier livre, La destitution du peuple. Il y a un effacement du peuple. D'abord, on peut revenir sur cette analyse que vous avez développée à partir du mouvement des Gilets jaunes. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'idée qu'il n'y avait plus de peuple ou que cette société est devenue fragmentée en plusieurs genres de collectifs? J'étais très frappé par le mouvement des Gilets jaunes, d'une part, par le mouvement en lui-même, mais aussi par les commentaires auxquels il a donné lieu. J'ai été très frappé par le fait que vous aviez une sorte dans les commentaires, une sorte de dichotomie, où vous aviez d'un côté, disons, des commentateurs politiques expérimentés qui, en gros, disaient, il y a un mouvement, d'accord, mais il n'y a pas de leader, les syndicats ne sont pas présents, les partis ne savent pas trop quoi en faire, la jeunesse n'est pas présente, ce sont pas des gens jeunes, les couches sociales qui sont représentées ne sont pas des couches porteuses d'avenir, raisonnées en termes d'avenir économique. Enfin, c'était un discours assez réservé. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'était pas l'inégalité qui était mise en avant. C'était on ne nous voit pas. C'est pas du tout la même chose. C'est d'ailleurs une demande extraordinairement douloureuse. On ne nous voit pas. La correspondance entre République et démocratie s'organise de telle façon qu'elle ne nous voit pas. Et est-ce que c'est dans cette ère du soupçon que vient s'insérer, en fait, la résurgence de motifs anti-juifs qu'on ne comprend pas par rapport au mouvement des Gilets jaunes? On se demande, bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'enjeu, c'est pas l'objet. Comment est-ce que ces motifs anti-juifs viennent se greffer à ces mouvements-là? Parce que c'est assez simple, me semble-t-il, à comprendre. Si le moteur du mouvement des Gilets jaunes, c'est l'invisibilité, c'est la plainte
la complainte à l'égard de l'invisibilité, tous ceux qui sont visibles font l'objet d'une rancune. Et l'idée, c'est que les Juifs sont visibles. On en parle. Disons les choses comme elles sont. Le discours anti-immigré est très présent en France, mais il n'a pas derrière lui des siècles d'existence. Alors que le discours anti-juif, il est présent en France et il a des siècles d'existence. Oui. Il y a beaucoup il y a une tradition discursive. On peut puiser facilement des discours anti-juifs de la domination notamment. Je pense que c'est ce qui ressort de la résurgence de l'antisémitisme dans ces mouvements et dans le mouvement aussi anti-pass dont vous parlez également, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est pas simplement une question de visibilité des Juifs qui s'inscrirait dans une espèce de concurrence comme ça entre différents collectifs, à savoir qui est le plus visible, de qui on parle le plus, etc. Mais il y a aussi l'idée évidemment qui est plus profondément politique, c'est-à-dire qu'il y a une domination juive qui pèse et qu'on retrouve. Alors en France, vous dites le mouvement des Gilets jaunes, il est propre à la France. En revanche, le mouvement anti-pass est plus international. Tout à fait. Donc de la sorte, l'antisémitisme passe les frontières aussi dans ces deux mouvements qui se sont greffés. De toute façon, le discours antisémite ou anti-juif est devenu un discours, est devenu ou redevenu, non devenu, je pense, un discours global. Il est global parce qu'en vérité, il s'étend partout où le marché est présent. Ah oui, vous avez une lecture économique Je ne dirais pas que c'est la cause. Ouais. Je dirais que ce qu'on appelle la globalisation, c'est la globalisation du marché. Cette globalisation du marché s'accompagne de la globalisation de thématiques anti-juives qui, bien entendu, peuvent parfaitement se greffer sur des thématiques anti-juives pré-globalisantes, c'est-à-dire anciennes, dans le monde au Proche-Orient, au Moyen-Orient. On n'a pas attendu les marchés pour qu'un discours anti-juif se prononce. Mais, je prends par exemple le mouvement anti-pass, il est évident qu'on ne peut pas le séparer de la mise en cause des laboratoires, de l'idée que les laboratoires sont tenus capitalistiquement par les Juifs, mais aussi scientifiquement par les Juifs. C'est-à-dire que les deux griefs sont là. Et que quand je parle de la visibilité des Juifs, c'est pas le fait que ça s'accompagne très bien de la possibilité d'une représentation de complot secret et invisible. C'est l'idée que on ne peut pas parler contre les Juifs sans immédiatement être accusé d'être antisémite, d'être anti-juif, etc. C'est l'idée qu'ils ont un privilège de protection. C'est ça que j'appelle la visibilité. Tout est en ayant fourni cet idéal, l'Europe moderne, l'Europe démocratique, s'est trouvée confrontée à la question juive, qui a éprouvé un petit peu son modèle, et les Juifs ont été pensés à la fois comme éléments hétérogènes. Donc, quand on a voulu les inclure, il y a eu un processus d'assimilation qui, pour certains, a été un processus de disparition aussi des Juifs. Maintenant, s'il y a une perte un peu de modification de cette modernité politique, qu'en serait-il de la question juive aujourd'hui? Est-ce qu'on la pense toujours dans ce couple problème-solution, inclusion-exclusion, homogénéité, hétérogénéité? Est-ce que c'est toujours en fonction de cette polarisation que la question juive aujourd'hui se pose en Europe?
question juive, telle qu'elle se pose en Europe aujourd'hui, je vais préciser, en Europe occidentale, est devenue en grande partie une sous-section de ce qu'on appelait autrefois la question d'Orient. Autrement dit, l'Europe occidentale se pose la question de savoir comment régler, et dans une certaine mesure, elle considère que ça fait partie de son travail, que les États-Unis ne s'en occupent pas, ne sont pas prêts à s'en occuper, que de régler la situation au Proche-Orient. Ça s'appelait, au XIXe siècle, on appelait ça la question d'Orient. Bon, il y avait la question de la Turquie, il y avait la question... on retrouve les acteurs d'aujourd'hui. Il y avait l'Égypte, il y avait... on retrouve les acteurs du XIXe siècle, mais c'est devenu, au XIXe siècle, c'était une question qui n'était pas une question, aussi brûlante. Parce que, pourquoi je dirais qu'elle est aujourd'hui beaucoup plus brûlante? Pour deux raisons. L'une, c'est que le Proche-Orient est en guerre, on peut dire en situation de guerre possible, de manière... Je ne dis pas que la guerre est permanente, mais la possibilité de la guerre ne disparaît jamais complètement. C'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que les populations, dans les populations d'Europe occidentale, il y a des parties numériquement importantes et, à mon avis, politiquement de plus en plus importantes, des parties de ces populations pour qui la question du Proche-Orient est une question vitale pour eux-mêmes. Alors que au XIXe siècle, ce n'est pas une question vitale pour les populations françaises, allemandes, italiennes, etc. Maintenant, c'est tout à fait différent. J'évoquais les États-Unis. Les États-Unis, pour eux, la question... d'abord, ils considèrent que si ça marche mal au Proche-Orient, c'est de la faute des Européens parce que ils ont fait de l'existence d'Israël, si j'ose dire, la réparation des camps de la mort et la Deuxième Guerre mondiale. Et pour les États-Unis, la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont faite, ils l'ont gagnée, mais la situation créée par la victoire de Hitler sur le continent, ce sont les Européens qui en sont responsables. Donc, si ça s'est mal enclenché, c'est de la faute des Européens. Donc, ils sont très largement tentés de dire qu'ils trouvent la solution. Nous, ce qui nous importe, c'est que la communauté juive américaine, qui a un poids politique, soit satisfaite de la manière dont les gouvernements américains fonctionnent. Mais, pour l'Europe, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'une grande partie des populations européennes, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, et avec les vagues d'immigration successives, ça va devenir de plus en plus vrai dans des pays comme l'Italie ou des pays comme l'Espagne. Ce sont des communautés pour qui la question du Proche-Orient, plus largement du Moyen-Orient, n'est pas une question étrangère, c'est une question vitale. Est-ce que l'Europe n'a pas d'autres moyens, je dirais quasiment épistémologiques, de penser la question juive? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative à ce couple problème-solution? Je dis ça parce que dans Relire la Révolution,
Vous parlez évidemment de Robespierre, de la figure de Robespierre. Et je relisais son discours sur les Juifs en 1793, et où il parle, il ne pose pas la question juive, évidemment. Il pense aux Juifs en termes de fin de l'oppression des Juifs et une volonté de donner une citoyenneté ou une réelle autonomie aux citoyens juifs. Et ça, il me semble que c'est un autre couple de la modernité politique, c'est-à-dire la fin de l'oppression et la possibilité de l'autonomie. Pourquoi est-ce que ce couple-là n'apparaît pas aujourd'hui et que l'on garde toujours ce schéma problème-solution? Enfin, c'est une question un petit peu générale. Vous avez raison de soulever la question comme vous le faites. D'abord, l'Europe est en train de devoir s'habituer au fait que elle raisonne toujours en termes de problèmes et de solutions, mais elle n'a plus les clés des solutions. Autrement dit, on le voit très bien d'ailleurs dans le cas de l'Ukraine. On peut dire que la position de Macron, le président Macron, qui a été pas très bien supporté en Ukraine, c'est lui dire il y a un problème, il faut trouver la solution. Et pour trouver la solution, on ne peut pas la trouver sans tenir compte de la Russie. C'est bien entendu, la Russie s'est conduite, avec le gouvernement de Poutine, elle a conduite en agresseur, mais le problème, qui est le problème qui consiste à mettre fin à une guerre, ça c'est un problème. La solution, ça ne peut être qu'une négociation. C'est la position européenne la plus classique. On n'a qu'à remonter à la fin de la guerre de 30 ans. On se met autour d'une table et on signe les traités de Westphalie. On n'a qu'à penser à la fin des guerres napoléoniennes, en 1815. On est à Vienne, on se met autour d'une table et on trouve une solution. Solution qui, dans les deux cas, a correctement marché pendant une période. Et on sait bien que dans ce système-là, si ça dure plus de 50 ans, c'est déjà bien. Pourquoi c'est si mal reçu? C'est parce que, il faut bien le dire, la population ukrainienne ne raisonne pas du tout en termes de problèmes et de solutions. Elle pose une question, qui est la question de l'existence de l'Ukraine. Et cette question-là, elle ne peut pas être résolue en termes de problèmes-solutions. Elle ne peut être résolue qu'en termes de questions et de réponses. La réponse, ce serait oui, de la part des Russes, mais bon, oui, nous considérons que l'Ukraine existe. Macron dira, mais il y a peu de chances que vous obteniez ce type de réponse-là. Et puis, un couple question-réponse, ça ne donne pas lieu à négociation. Donc on est là, on trouve de manière extrêmement visible l'entrechoc entre ce qui est, alors appelons ça une petite nation au sens de Kundera, c'est pas une petite nation, mais enfin, par rapport, mais donc, l'Ukraine se pense comme une petite nation par rapport à la Russie, très certainement. Mais si c'est une petite nation, là, ce qui se pose, c'est pas un problème, c'est une question. C'est la question de
l'existence de la petite nation. Oui, c'est pour ça. Et alors, on en revient à votre dernière thèse sur la destitution du peuple, parce qu'il y a cette... c'est une question, c'est une revendication aussi à l'existence de sa propre nation. Dans l'idée de Kundera, le modèle était le peuple juif, avec l'idée derrière aussi, et c'est peut-être ça éventuellement que dans l'Europe de l'Ouest, cette idée a peut-être perdu en importance, c'était que ces nations-là, en tant que petites nations, elles savaient qu'elles étaient vulnérables et qu'elles pouvaient disparaître. Et donc, d'une certaine manière, dans la modernité politique, il y a l'idée de se protéger contre cette disparition-là, donc en accédant à une autonomie politique suffisamment forte. Pour les Juifs, pour le peuple juif, que vous dites vous plutôt le non-juif, mais vous aviez dit, je suis plus sûre, vous me dites si je me trompe, si c'était dans les penchants criminels de l'Europe démocratique, mais que les Juifs avaient le devoir de se libérer de l'Europe. Qu'en est-il aujourd'hui? Je pense que, dans une très grande mesure, ils l'ont fait. Dans une très grande mesure, ils l'ont fait. Grâce à leur autonomie politique, grâce au sionisme, grâce... Bon, grâce, je ne sais pas s'il faut dire grâce, mais grâce au fait que l'Europe se dessaisit d'elle-même à vue d'œil. Elle se dessaisit d'elle-même au sens strict. Indépendamment, on peut être pour ou contre, c'est pas la question, mais la construction de l'Europe qui fait que, à terme, le pouvoir est un pouvoir qui est entre les mains d'une commission, d'un parlement que, en tout cas en France, personne n'identifie très, très clairement. Tout cela me paraît... parce qu'on dit qu'il y a un sentiment européen plus fort dans les autres pays. Donc, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Je connais quand même circulé un petit peu. Je ne vois pas vraiment de pays européens. Laissons de côté les pays d'Europe centrale, ou alors là, clairement, l'Europe n'existe que comme pourvoyeuse de fonds. Mais pour les Hongrois, ce qui existe, c'est la Hongrie. Pour les Polonais, ce qui existe, c'est la Pologne. Mais ça existe d'autant plus que c'est une existence qui a été menacée et détruite pendant des décennies. Pour l'Ukraine, ce qui existe, c'est l'Ukraine. C'est d'autant plus que cette existence est menacée aujourd'hui. Pour les Pays-Bas, etc. Je pourrais continuer. Donc l'idée que les milieux politiques français ont que ce qui est important, c'est l'existence de l'Europe et pas l'existence de la France, c'est une idée de... je ne dis pas de rêveur, c'est pas le mot, mais c'est une idée, en tout cas, d'esprit abstrait. Alors qu'il devrait chercher un nouveau discours plus ancré dans le réel. Oui, un discours très... Ça n'empêche pas de considérer que l'Europe existe. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'avec ce que vous dites, je me dis, bon, c'est la fin de l'Europe. Écoutez, la fin de l'Europe, il y a une monnaie. Est-ce que cette monnaie va durer? Elle est en train de baisser. Moi, je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire... la défense européenne, tout le monde comprend maintenant que la défense européenne, c'est l'OTAN. Mais l'OTAN, c'est pas l'Europe. L'OTAN, c'est un traité dont la puissance directrice et dominante sont les États-Unis. Si la monnaie européenne ne résiste pas autant qu'elle était censée résister, ça veut dire... Donc la question de savoir si l'Europe telle qu'elle a été présentée, notamment par les partis pro-européens en France, mais pas seulement,
Si elle a un grand avenir devant elle, je n'en sais rien. Ça ne me paraît pas évident. Peut y avoir un système où on se met d'accord sur quoi? Fondamentalement sur le fait qu'il n'y aura pas de guerre. Donc, qu'il n'y aura pas de guerre inter-européenne. Déjà sur ce point, je laisse de côté l'Ukraine, puisque la Russie ne fait pas partie de l'Europe des traités, mais la situation entre la Grèce et la Turquie est une situation de guerre toujours possible. Et dans les Balkans, on est dans des situations de guerre toujours possible. Enfin, supposons que ce qui entraîne que le budget militaire ne peut plus être le budget principal. Que, déjà, cela aussi commence à être mis en question. Que la circulation des biens et des personnes est assurée. Tout ça, on peut considérer que ça peut être sauvegardé tout en ayant une affirmation d'existence. Ce qui reste en question, et on le voit d'ailleurs très bien, je n'ai pas d'idéal à proposer, c'est la question d'avoir une politique extérieure propre. Concernant le non-juif et son avenir en Europe, je pense que le mouvement s'est déjà amorcé par lequel des porteurs du non-juif regardent ailleurs. Je ne dis pas qu'ils ne regardent pas du tout l'Europe, mais qu'ils regardent ailleurs. Qu'ils regardent ailleurs, que l'apparentement considéré comme presque indissoluble entre la tradition républicaine française et un certain type d'interprétation du non-juif, que cet apparentement a cessé. Il a cessé parce que... Et c'est irréversible? Oui, moi je pense que c'est irréversible, parce que la tradition républicaine a cessé de fonctionner en France. Je ne dis pas qu'on n'est pas en République, mais sur des bases totalement différentes. J'en prends un exemple, on parle tout le temps de la laïcité, plus personne ne sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que la laïcité à la française? C'est ne pas mentionner le nom de Dieu dans la langue politique. Ça ne veut pas dire que le personnel politique soit nécessairement athée. Ça veut dire que la politique est athée, que l'État est athée, que l'enseignement donné dans les écoles publiques est athée. Aujourd'hui, qui est-ce qui croit ça? Il y a des fractions entières de la population qui sont persuadées que ça a pu être vrai, que ça peut être souhaitable, et qu'il serait souhaitable désormais de, je ne dirais pas rétablir la présence de la religion, mais de rediviniser le politique. Je veux dire, faire réapparaître une figure divine. Après on dira, libre à chacun de choisir. C'est quelque chose qui est en train de se passer sous nos yeux, et je pense que la communauté juive va devoir trancher. Est-ce qu'elle s'implique dans ce mouvement dont elle n'est pas à l'origine?
qui vient d'ailleurs, qui vient de l'islam, des catholiques, de certains protestants. La question se pose. Je sais par exemple que quelqu'un comme Benny Lévy, précisément parce qu'il considérait que le judaïsme était un judaïsme fondé sur le respect des commandements, et qu'il était persuadé que la population française, dans son ensemble, ne respecterait jamais les commandements, et que même au sein de la population juive, ce n'était pas la majorité des porteurs du non-juif qui seraient prêtes à respecter les commandements dans le détail Il y en a beaucoup. et de manière exhaustive. Donc, il ne pensait pas du tout que donc, la politique, de ce point de vue-là, était quelque chose dont, en fait, les Juifs n'avaient pas à s'occuper. C'était une question d'opportunité, mais d'opportunité, donc lui, en tant que... Donc il pouvait s'en occuper, mais en gardant la religion privée. Oui, c'est même plus que ça. Disons, s'occuper de la politique quand un risque majeur pouvait émerger qui mettrait en cause la pratique des commandements. Mais le point à décider, je dirais, dans les années qui viennent, c'est la question de savoir si l'athéisme de la politique, qui est une conception qu'on pourrait considérer comme moderne de la politique, moderne au sens où on peut en retracer l'histoire, si cette conception-là est mise en question, autrement dit, si Dieu fait retour dans la politique comme il a fait retour dans la politique aux États-Unis, en Grande-Bretagne, à mon avis en Allemagne et dans un certain nombre d'autres pays, je ne parle pas évidemment des pays extra-européens, c'est là-dessus qu'il faut trancher. Et je ne peux pas faire autre chose que de poser le choix. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Jean-Claude Milner, et à bientôt. Merci.